Faut-il recenser les demandeurs d'asile dans les centres d'hébergement? Bonjour à tous, c'est la question qu'on vous pose sur le player du Figaro, sur lefigaro.fr et également sur Twitter, hashtag Figaro Live, hashtag les décrypteurs. On y revient avec la visite aujourd'hui d'Emmanuel Macron à Calais. Il était, il y a quelques minutes encore, au centre d'accueil et d'examen et de situation de Croisilles, à quelques kilomètres de Calais. Vous voyez les images. Et il sera tout à l'heure devant les forces de l'ordre aux alentours de midi, avant de rencontrer les autorités de la ville et puis les responsables économiques, les commerçants, les habitants et les associations. Dans l'après-midi, sur place, on retrouve François-Xavier Bourmeau. Bonjour François-Xavier. Bonjour. Vous êtes l'envoyé spécial du Figaro à Calais. Quel est le but poursuivi aujourd'hui par Emmanuel Macron? Alors il vient à Calais pour expliquer sa politique d'immigration, c'est une politique qui est compliquée, parce qu'elle crée énormément de à droite comme à gauche, et même sa propre majorité aujourd'hui. François-Xavier, on a du mal à vous entendre là. François-Xavier, on a du mal à vous entendre. Il fait le vent du Calaisis, même s'il fait beau temps, nous est défavorable. On vous retrouvera peut-être dans l'émission. En tout cas, on a les grandes lignes du programme. Je vous rappelle la question qu'on vous pose sur Twitter. Faut-il recenser les demandeurs d'asile dans les centres d'hébergement? Pour l'instant, vous êtes une large majorité de ceux qui ont répondu à répondre oui. Vous posez vos questions, vous donnez vos commentaires à nos invités et à nos experts, notamment à Pierre-Henri, bonjour, président de France Terre d'Asile. Face à vous, François-Noël Buffet, vous êtes sénateur républicain et vous êtes rapporteur de la future loi sur asile et immigration au Sénat. À côté de vous, Jean-Marc Leclerc, du service Société du Figaro, spécialiste des questions de police et d'immigration, et Guillaume Tabar, chroniqueur politique et auteur d'un indispensable contrepoint consacré aujourd'hui aux exigences de l'opinion par rapport à Emmanuel Macron. Vous êtes aujourd'hui nos décrypteurs. Voilà, et on retourne à Calais, on retrouve François-Xavier Bourmeau. François-Xavier, quel est le but aujourd'hui poursuivi par Emmanuel Macron? Alors, Emmanuel Macron, il vient à Calais pour exposer sa politique d'immigration. C'est un sujet qui est compliqué, sur lequel les Élysées travaillent depuis longtemps, dont ils ont identifié que c'est un sujet qui est en problématique au sein même de sa propre majorité, évidemment à droite et évidemment à gauche. Donc il vient faire une sorte de discours cadre pour faire la pédagogie de cette réforme de l'immigration et du droit d'asile dans le lieu même où il y a bientôt 2 ans, François Hollande avait annoncé la fermeture de la jungle de Calais. Merci François-Xavier de ces précisions. Pardon pour la liaison qui est mauvaise, mais on a bien compris que c'est pour Emmanuel Macron une occasion d'exprimer ses conceptions en matière d'immigration et sa politique, les mesures qu'il compte prendre en matière d'immigration et également sur cette situation particulière à Calais. Et vous rappeliez que François Hollande avait procédé au démantèlement de la jungle. On va également aller à Londres, si on retrouve Florentin Collomb dans un instant, pour parler de la situation et de ce que attendent justement les Britanniques. D'abord, je voulais vous poser une question à vous, Guillaume Tabar, puisque vous faites un contrepoint ce matin sur la question des annonces d'Emmanuel Macron et d'un autre côté de la politique qui est suivie. Est-ce qu'il va faire à Calais une vraie annonce ou bien est-ce qu'il va faire, comme disent beaucoup d'internautes sur le Figaro en commentant cette visite, beaucoup de blabla? Ça, on le saura tout à l'heure. On ne peut pas anticiper sur ce que va dire le président. Il semblerait que ce ne soit pas un lieu d'annonce en tant que tel. D'abord, parce que les annonces, il y a le texte de loi lui-même et qui est en cours de préparation, en cours de discussion. Emmanuel Macron fait également le choix d'intervenir devant les forces de police. Donc, c'est aussi un choix qui a un sens. Parce que eux sont confrontés concrètement à la gestion quotidienne et difficile de la situation. Voilà, je crois qu'il y a volonté avant tout, bon, il y a une opération de communication, c'est inévitable. Emmanuel Macron veut montrer qu'il affronte concrètement des situations difficiles. Il aime bien ça, se rendre sur des terrains, éventuellement où il va même se faire un peu alpaguer. On a tous en souvenir ces différents déplacements, même où il a
des réactions un peu vives envers ses interlocuteurs. Toujours ce besoin qu'il a de dire, voyez, moi je n'ai pas peur d'affronter la difficulté, même là il y a des risques, là il y a la contestation, j'y vais. Bon. En même temps, Calais, on sait bien, ce n'est pas le premier président à y aller. François Hollande lui-même y avait été. Pour le coup, François Hollande, ça avait débouché sur la fermeture du centre de Calais. Et ce genre d'images, à la fois, elles sont nécessaires et en même temps, elles ne laissent personne dupe. Tout le monde sait bien que ce n'est pas une visite présidentielle d'une matinée qui peut régler un problème qui, à ce jour, paraît quand même difficilement soluble. Pierre-Henri, qu'est-ce que vous attendez de cette visite d'Emmanuel Macron ? D'abord qu'il repose la question de la relation avec la Grande-Bretagne. Il y a à Calais une situation qui est tout de même l'héritage du transfert de responsabilité en matière d'asile et d'immigration de la Grande-Bretagne vers la France. Et ça dure depuis très longtemps. Et donc j'attends éventuellement l'annonce d'une réouverture de négociations autour du traité du Touquet qui régit les relations entre la France et la Grande-Bretagne. Et ensuite, c'est précisément d'ailleurs une question qu'on va poser. Je vous interromps parce qu'on a Florentin Collomb qui est notre correspondant à Londres. Bonjour. Bonjour. Florentin, j'allais vous demander quel est le rapport entre Calais et votre situation à Londres. D'abord, c'est la situation de Calais qui est à la frontière. Ça, c'est ce qu'on va voir sur une carte. Et puis également cette déclaration qu'a fait hier chez nos confrères de BFM TV la maire de Calais, Nathalie Bouchard, et bien sûr ce que vient de dire Pierre-Henri. On y revient dans un instant. Nous avons aujourd'hui entre 400 et 600 migrants sur le territoire, avec des problématiques encore plus différentes, puisque là, on a vraiment les migrants qui ne demandent rien à la France, qui sont en délit permanent. C'est-à-dire que ces 4 à 600 migrants ne demandent rien à la France, ne veulent pas rester en France, ils ne veulent pas demander l'asile, et rien du tout, ils veulent partir en Grande-Bretagne. Ils veulent partir en Grande-Bretagne et ils créent des délits permanents. Ils veulent partir en Grande-Bretagne. Est-ce que la Grande-Bretagne est prête à les accueillir, Florentin ? Certainement pas, c'est tout le problème. En fait, la Grande-Bretagne sous-traite à la France l'exploitation, l'administration de sa frontière depuis les accords du Touquet en 2003. Donc la France est chargée de bloquer en fait le passage de ces migrants qui veulent aller en Grande-Bretagne à Calais et sur toute la côte nord de la France. Les Britanniques payent pour l'administration de cette frontière. Ils ont investi au moins 140 millions d'euros dans les dernières années pour renforcer les barrières. En échange, ils espèrent ne pas avoir à accueillir de migrants et de réfugiés et laisser la France gérer le problème. Lors du démantèlement de la jungle l'année dernière de Calais, les Britanniques s'étaient engagés à accueillir tous les mineurs isolés qui souhaitaient venir en Grande-Bretagne, ainsi que les personnes qui avaient déjà de la famille en Grande-Bretagne. Ça représentait entre 2 et 3 000 personnes, et sur ce chiffre, ils n'en ont accueilli que quelques centaines, en étant très très stricts sur les conditions d'accueil. 890, nous dit actuellement Pierre-Henri. Juste, Florentin, Bernard, que l'on salue, qui nous regarde sur Facebook, nous dit qu'il faudrait rappeler que la politique migratoire britannique n'est décidée ni par Macron, ni par ses prédécesseurs, ni par ses successeurs. Il y a également une autre question d'un internaute du Figaro qui demandait dans les forums du Figaro, est-ce que le Brexit va faire annuler l'accord du Touquet? On rappelle peut-être d'un mot l'accord, donc cet accord qui a été signé en 2003 et qui oblige la France à traiter les demandes d'immigration vers la Grande-Bretagne. Oui, c'est toute la question qui se pose aujourd'hui et qui va se poser jeudi lors d'un sommet bilatéral franco-britannique en Grande-Bretagne. Emmanuel Macron va rencontrer Theresa May, ainsi que plusieurs ministres respectifs. Emmanuel Macron, durant la campagne présidentielle, avait laissé entendre que la frontière britannique ne devrait pas rester administrée en France et devrait être gérée sur le territoire britannique. Ce n'est pas lié directement au Brexit, puisque c'est
la question, c'est un accord bilatéral entre la France et la Grande-Bretagne, mais le Brexit donne l'occasion de reconsidérer cet accord. Cependant, d'après les dernières rumeurs sur ce qui va être négocié ou discuté au sommet franco-britannique de jeudi, je ne pense pas que l'accord va être remis en cause, mais des conditions additionnelles devraient y être ajoutées pour demander plus d'implication aux Britanniques et leur demander notamment d'accueillir plus de migrants, ce qui reste à démontrer dans les faits. Dans le détail, on a une idée d'une de ces conditions additionnelles ? L'une des conditions additionnelles, c'est que les polices respectives françaises et britanniques, les polices frontalières, puissent agir sur le territoire de l'autre pour mettre de l'ordre, c'est-à-dire demander aux Britanniques d'agir davantage sur le territoire britannique et laisser les Français agir en Grande-Bretagne pour démanteler des filières, par exemple, ou renvoyer des illégaux chez eux. Merci beaucoup Florentin pour ces précisions. Et puis on suivra justement cette visite d'Emmanuel Macron à Londres avec vous. Ça sera à lire sur lefigaro.fr. Merci Florentin d'avoir été avec nous. Que des bobbies puissent venir à Calais ou bien que la PAF puisse aller à Douvres, c'est une bonne solution, Jean-Marc Leclerc ? Déjà, il y a quand même des choses qui se font. Hein. Il y a déjà beaucoup de policiers français qui sont à Douvres, qui travaillent avec les Anglais. Et inversement, les Anglais fournissent pas mal de moyens en France pour pouvoir travailler. Ça ne règle pas le problème de fond, de toute façon, qui est que la France est censée jouer les douaniers pour le compte de l'Angleterre. Et c'est ça les termes de l'accord. Alors après, on peut y mettre tout ce qu'on veut autour, mais le fond ne va pas changer. Ça ne va pas être négocié. Je voudrais saluer Colline, Victor, Alain, Don qui nous suivent sur la page Facebook du Figaro. Vous pouvez continuer à donner vos commentaires, à poser vos questions. Il y a une question qui a été posée par une internaute du Figaro à propos des migrants de Calais. C'est une question lancinante qui revient notamment avec les discussions qu'il y a eu sur les installations de camps de migrants parfois en province ou en région parisienne. Macron, dit-elle, va tous reloger les migrants qui sont à Calais. Bien sûr, il y a un côté un peu outrancier, mais est-ce que cette crainte, ou en tout cas cette annonce, est fondée ? Non, mais vous avez en différents points du territoire, et principalement dans les grandes capitales régionales, un certain nombre de personnes étrangères qui sont à la rue. Et le devoir de notre pays, c'est de les accueillir dignement, d'examiner leur situation, puis ensuite de les orienter vers les bons dispositifs. En l'occurrence, à Calais, la grande difficulté, c'est que, évidemment, personne ne veut reconstituer la jungle et que les centres d'accueil en question, celui que visite le président de la République, se trouvent à 60 km. Et les migrants qui se trouvent là-bas, pour un certain nombre, ne veulent pas y aller. Ou alors ouvrent de nouvelles voies migratoires, par exemple vers Ouistreham, ou alors un peu plus haut, vers la frontière belge, pour rejoindre la Grande-Bretagne. La Grande-Sainte. Voilà. La Grande-Sainte. Donc la question, elle n'est pas celle de l'hébergement. Sincèrement, nous avons les moyens dans notre pays d'accueillir dignement entre 80 et 100 000 personnes qui demandent l'asile. Quand je dis ça, ça ne signifie pas que c'est un droit de séjour inconditionnel pour toutes les personnes qui sont là. C'est simplement d'être traité dignement. Et c'est ça que nous ne savons pas faire aujourd'hui dans notre pays, où nous faisons de façon insuffisante. Alors justement, c'est intéressant que vous ayez ressoulevé la question des chiffres, entre 80 et 100 000 personnes qu'on peut accueillir dignement. Précisément, l'an dernier, nous avons atteint le chiffre de 100 000. Alors non, là c'est le chiffre de migrants à Calais d'abord, peut-être on va faire un point sur ça. 7 400 qui ont été évacués, oui. Qui ont été évacués, et on est entre 350 et 600. Ce sont vos chiffres? Oui. Absolument. Ce sont des chiffres qui sont inférieurs à l'époque de Sangatte. Pour remettre un peu les choses en proportion. On rappelle ce que c'est Sangatte, pour les millennials. C'est quand même important de le dire. Le Sangatte, c'était le premier centre justement d'hébergement, enfin un premier centre de secours. C'était la première jungle de l'époque. Et qui a été une première jungle, qui est juste à côté de Calais, et qui a
qui a conduit à ces accords entre la France et la Sangatte Grande-Bretagne. qui a généré les accords du Touquet pour que la gestion de la frontière britannique se fasse en France en accord avec les Britanniques. Ceci au moment où le tunnel sous la Manche était ouvert et au moment où il fallait régler évidemment ces situations-là. Donc ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que ça va mieux finalement. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Bon, ça va mieux par rapport à ce qu'on a connu où il y avait 9000 personnes. Ça c'est clair, il y a 2 ans, c'était une situation insupportable. Cela dit, Calais aujourd'hui devient, on le voit pour la circonstance, un outil de communication, alors qu'en réalité, le problème, certes, il y a des choses existantes qu'il faut traiter, mais le problème de la migration ne se concentre plus sur Calais. Je vous invite à aller à Menton, à Vintimille, à aller voir ce que fait la police de l'air et des frontières aujourd'hui, et la pression migratoire qui est au-delà des Alpes, avec plus de 100 000 personnes qui attendent en Italie pour pouvoir rentrer sur le territoire national. Et là, on ne parle pas, ou peu, ou trop peu, en tous les cas, du travail qui est fait par la police de l'air et des frontières, à cette échelle-là pour contenir les entrées sur le territoire. Et les 5 000 personnes qui sont actuellement à Menton, ils veulent aller à Calais? Combien? Non, on a retenu plus de 60 000 personnes à la frontière du côté italien. 60 000 personnes? Oui, en 2017, pardon. Et ces personnes-là sont allées où ensuite? Elles sont pour l'instant toujours en Italie. Elles essayent de partir et de franchir, notamment par la partie des Alpes, par l'Allemagne, et arrivent par d'autres moyens. C'est un réservoir de 200 000 personnes. Donc c'est quelque chose de considérable. Donc, 60 000 ou 200 000? La problématique de Calais aujourd'hui, elle est certes existante, mais on a retenu pendant l'année 2017, on a empêché directement, entre septembre 2016 et septembre 2017, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur, je parle de mémoire, sous le contrôle des experts, plus de 50 000 personnes. Mais il y a en réalité, en Italie, pas loin effectivement de 200 000 personnes migrants qui attendent et qui espéraient pouvoir venir, soit passer par la France pour aller en Angleterre, effectivement, soit aller vers l'Allemagne, soit aller à d'autres endroits. Ce qui pose d'ailleurs la question aujourd'hui de ce qu'on appelle de façon des Dublinés, des gens qui sont en statut Dublin. C'est encore un sujet très important. Et la vraie difficulté, elle est là aujourd'hui. Elle n'est pas quelle est la vraie difficulté. Elle est existante. On peut pouvoir la régler. On peut traiter les affaires. Mais le vrai sujet, il n'est pas vraiment là pour les Français aujourd'hui, de mon point de vue. On va revenir juste sur ça, mais juste sur l'histoire de Calais. À partir du moment où il y a ces personnes-là, même si elles sont, on l'a compris, moins nombreuses qu'il y a quelques années, même moins nombreuses qu'au départ de toute cette affaire, de toute cette histoire, moins nombreuses qu'en 2003. Il y a quand même un problème insoluble actuellement, c'est qu'elles sont là, elles veulent aller en Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne ne veut pas les accueillir, ce que nous disent d'ailleurs, ce qui est la crainte d'un certain nombre d'internautes, qui disent, notamment Colline, les Anglais n'en veulent pas, c'est leur droit, donc qu'est-ce qu'on fait? Et demain, si vous rompez les accords du Touquet, par exemple, eh bien, ils feront tout quand même pour passer. Alors, au lieu ils passeront par des bateaux, ils s'engageront sur la Manche, donc on aura forcément des gardes-frontières qui feront la police sur la Manche, qui nous les renverront sur les côtes françaises. Et on en aura d'autres qui essaieront de passer par le tunnel. Et donc, la difficulté est au fait que l'Angleterre est une île, on n'y peut rien. C'est comme ça, et c'est assez compliqué. Et qu'elle n'adhère pas à l'espace Schengen. Voilà, elle n'est pas dans l'espace Schengen. Qui est l'espace de libre circulation. Qu'est-ce que ça arrangerait s'ils étaient dans l'espace Schengen? C'est qu'ils pourraient aller en Grande-Bretagne. Oui. Ça réglerait le problème pour les Français. C'est plus facile. Pour la PAF française. Plus facile. C'est moins asymétrique. C'est un espace de libre circulation dans lequel, évidemment, les moyens de contrôle seraient différents et les Anglais, les Britanniques, pour être très clair, ne pourraient pas s'opposer à ce point au fait de pouvoir avoir des étrangers sur leur territoire. Je voudrais qu'on regarde un autre chiffre, puisqu'on en parlait tout à l'heure. Donc, c'est le nombre de demandeurs d'asile en 2017. Donc, c'est un chiffre record, 100 412. Vous allez nous donner votre commentaire. Attendez. 100 412 demandes d'asile, en réalité, 73 000 nouvelles demandes et 20 000 mineurs accompagnants parce qu'il y a de la famille. En fait, c'est 73 000 nouvelles demandes. Au même moment, en Allemagne... Et les mineurs, ils comptent pas? Mais ils sont accompagnants. Ils ne déposent pas une demande d'asile. C'est les familles. 73 000 nouvelles demandes et 7 000 demandes d'examen. OK, mais on est d'accord, Pierre-Henri, c'est 100 000 personnes quand même. Mais ça fait 100 000 personnes. Au même moment, en Allemagne, c'est 200 000. Et en Italie, c'est 140 000 sur l'année 2017. Et oui, mais vous me dites qu'on peut qu'accueillir dignement qu'entre 80 000 et 100 000 personnes. Je vous dis que nous avons les moyens d'accueillir dignement. Ça veut dire quoi? Avoir un toit sur la tête, pouvoir dormir en sécurité et aller aux toilettes, par exemple. Hein. Eh bien, ça, on doit pouvoir le faire. Et ça veut dire qu'il faut installer dans toutes les grandes capitales régionales
des centres de transit, on les appelle comme on veut, centres d'accueil et d'examen des situations administratives, et qu'ensuite on oriente les personnes, après avoir décliné leur identité, vers les structures adéquates. C'est quand même ce qui est fait globalement. Quand même, l'État quand même mobilise des moyens importants quand même. Et les années 49, ça a été quand même l'année où on a fait émerger ces centres. Je vais vous dire, ça fait 20 ans qu'on empile les dispositifs les uns sur les autres, et que chacun son nom. Et François-Noël Buffet est d'accord. Juste, je voudrais c'est tout le sujet. Qu'on retrouve on va en reparler justement dans la deuxième partie. Juste un coup d'œil encore donc à ces demandes d'asile pour 2017, avec la précision que vient de nous faire Pierre-Henri. Ce qui a frappé, c'est la liste des pays d'origine. Donc vous voyez, Albanie, Afghanistan, là on voit Haïti, Soudan. On va mettre pour l'instant à part le cas de l'Afghanistan. Mais l'Albanie, Haïti, le Soudan, la Guinée, c'est pas la Corée du Nord. Enfin, le Soudan, excusez-moi... Alors mettons le Soudan et l'Afghanistan ensemble. Ensuite, il se trouve que la France est signataire de la Convention de Genève, et que la Convention de Genève dit très clairement que les persécutions, lorsqu'elles doivent être examinées, elles sont individuelles. Autrement dit, on examine... Il y a des persécutions aujourd'hui en Albanie ? Mais il y a des situations qui sont problématiques, oui. Il y a des affrontements interethniques qui... et d'ailleurs, sur ces 7630 personnes, vous avez eu un peu plus de 500 personnes qui ont obtenu l'asile. Et donc, on ne peut pas dire a priori... Ils ne sont pas sur la liste des pays pas sûrs. Mais on ne peut pas dire a priori, on écarte l'Albanie, on examine la situation. Il faut clarifier les choses. La notion de pays d'origine sûre est une discussion qui est ouverte aujourd'hui. On pense même que le gouvernement va sans doute l'abandonner. À tort ou à raison, il va sans doute l'abandonner. La certitude, c'est qu'il peut y avoir un État dans toute étude de demande d'asile est une étude d'abord individuelle. Sur un cas particulier. On ne dit pas que quand un pays est d'origine sûre, qu'on renvoie systématiquement. Simplement, la procédure de contrôle est plus rapide. C'est-à-dire qu'elle est de 15 jours. Et c'est parce qu'elle est accélérée qu'on renvoie les gens plus facilement. On rappelle que Julian Assange demande l'asile. L'Albanie, il n'y a que 6% des Albanais qui se présentent au guichet de l'asile qui sont pris en France. Bien sûr. Donc, on ne peut pas dire qu'on n'a pas étudié les cas, puisqu'on est capable de faire de la statistique dessus. Bien sûr. Voilà. Ils ont été étudiés. Bien sûr. Une autre question d'ailleurs, est-ce que le problème finalement, parce qu'on regarde ça d'un point de vue politique, bon, alors j'ai bien compris que les procédures, les demandes sont individuelles, et Julian Assange, qui vient d'un pays qui est considéré comme sûr, mais est tout à fait fondé à demander l'asile, vu ce qu'il risque dans ses pays d'origine. Mais est-ce que, quand même, quand on voit l'Afghanistan, le Soudan, est-ce que le problème, c'est pas qu'il y a une catégorie de réfugiés qui seraient des réfugiés de l'insécurité, et que, en droit, ça n'existe pas, ça, aujourd'hui ? Je pose cette question qui n'a jamais été posée, hein, mais qui frappe quand on voit les demandes d'asile et ce que disent les migrants quand on les rencontre. La question de l'asile, elle n'est pas nationale, elle est d'abord européenne. Et avec, moi, il se trouve que j'étais à Tampere en 1999, au moment où les pays de l'Union ont décidé de l'harmonisation des procédures d'asile dans l'Union. Nous sommes près de 20 ans plus tard, et ce n'est toujours pas fait. Et en réalité, c'est ça qui dysfonctionne. Je ne voudrais pas quand même que, en termes de politique migratoire, l'asile devienne la bouteille à l'encre et tout le monde est demandeur d'asile. Ce n'est pas ça le sujet. L'asile, c'est une protection accordée par la Convention de Genève que la France applique pour des cas particuliers de gens qui sont à un risque personnel dans leur pays d'origine. Le reste, c'est ce qu'on appelle grossièrement, peut-être un peu vulgairement, la migration économique. Mais ne mélangeons pas tout une fois de plus. Alors, à défaut, qu'est-ce qui va se passer ? On va perdre tout le bénéfice de ce qu'est l'asile, et qui est un vrai rôle très important pour un pays, et on ne va pas traiter ce qui relève de l'immigration irrégulière, et donc des renvois dans les pays d'origine, qui est le point essentiel, me semble-t-il. On en reparle. Pour l'instant, on est avec Sébastien Chenu. Bonjour, vous êtes député du Front National du Pas-de-Calais. Merci d'être avec nous. Qu'est-ce que vous attendez de la visite d'Emmanuel Macron aujourd'hui ? Je suis député du Nord. Du député du Nord, pardonnez-moi, effectivement. Écoutez, chose. On n'est pas loin du Pas-de-Calais, ceci dit. Absolument, mais je n'attends pas grand-chose de la visite d'Emmanuel Macron, parce qu'on sait que c'est franchement, c'est de la communication, et que finalement la présidente de la commission des lois République en Marche l'a dit, rien ne changera sur l'asile, rien ne changera sur les régularisations, donc rien ne changera sur la politique migratoire. Donc
les choses. Emmanuel Macron veut essayer de se refaire une sorte de virginité, alors d'un côté avec son aile gauche, en nous indiquant aujourd'hui que aux associations que leur rôle sauvait, que c'était important, que leur rôle était le plus important, etc. De l'autre côté, Collomb a le rôle du méchant. Bon, tout ça c'est de la com, rien ne changera, parce qu'en fait tout le monde pourra continuer d'entrer, personne ne reçoit. Attendez, Sébastien Chenu, on vous entend mal. Si vous pouvez, je sais pas, vous déplacer un petit peu. Juste, je voudrais quand même vous faire écouter, si vous nous entendez bien, cette déclaration d'Emmanuel Macron. C'était le 21 novembre dernier, lors d'une visite au Resto du Cœur. Et ça m'étonne quand je vous entends dire ce que vous dites sur Emmanuel Macron, quand on entend justement Emmanuel Macron parler comme il l'a fait à cette personne qui était d'origine marocaine. Je ne peux pas donner des papiers à tous les gens qui n'en ont pas. Sinon, comment je fais avec les gens qui sont déjà là et qui n'arrivent pas à avoir un travail? Vous voyez, il faut protéger les gens très faibles qui sont en insécurité chez eux. Mais si vous avez dans votre pays, si vous n'êtes pas en danger, etc., il faut retourner dans votre pays. Ce genre de déclaration, quand même, Sébastien Chenu, ça devrait vous satisfaire, non ? Mais non, mais écoutez, tout ça, c'est de la com. Qu'est-ce qui va se passer? Ce texte, d'abord, il va passer à la moulinette parlementaire. La République en marche, etc., va continuer d'édulcorer le texte. Et puis, il y a dans ce texte dont on n'a pas encore vu le détail, mais on voit plutôt des directions, il y a des angles morts importants. Par exemple, la réforme des cartes de séjour. Les dispositions qui sont présentées, en tout cas qui vont l'être, prévoient une durée du titre de séjour qui passerait d'1 an à 4. L'élargissement du regroupement familial. Écoutez, à partir du moment où on a ce type de disposition dans un texte à venir, on peut considérer que rien ne changera, tout le monde continuera d'entrer en France et personne ne ressortira. Merci beaucoup Sébastien Chenu d'avoir été avec nous. Je rappelle donc que vous êtes député du Nord et donc toutes mes excuses aux internautes de Lille et du département du Nord. François-Noël Buffet, c'est à vous que revient la parole est à la Défense, puisque vous êtes rapporteur de ce projet de loi, notamment sur la réforme des cartes de séjour. Je ne suis pas encore rapporteur de ce projet de loi, ça va venir, mais ça sera formel. On a anticipé, c'est une info Figaro. Voilà, c'est un scoop peut-être. Écoutez, le sujet de la migration et des politiques migratoires ne peut pas être traité simplement à travers un angle ou un autre, sans oublier l'ensemble. Il y a 3 choses qui sont très importantes. Il y a le droit d'asile, on en a parlé suffisamment, c'est une protection importante. À côté, il y a les politiques migratoires régulières et les situations irrégulières. Politique migratoire régulière, on va voir ce que le gouvernement propose par rapport à ce qu'il avait proposé déjà en 2015. Est-ce qu'il y a des changements fondamentaux ou pas? Le gouvernement précédent avait déjà ouvert un peu les choses, en tous les cas n'avait pas fermé les possibilités ou inscrit ce qu'on appelle, de mon point de vue, une sorte d'immigration choisie pour inverser les tendances, notamment entre les 2 grands équilibres, qui est l'immigration familiale et l'immigration économique. Et puis vous avez le 3e volet qui, pour moi, est le plus fondamental, qui est le problème de la France, qui est celui de l'immigration irrégulière, que l'on ne traite pas, puisque quasiment personne ne repart, ou dans des proportions très faibles. D'ailleurs, à ce titre, le budget 2018, sur ce point-là, est en baisse de 7%. Et la solution, nous la connaissons tous autour de cette table, nous la connaissons. Il s'agit en fait d'obtenir des pays d'origine, des pays sources, des laissez-passer consulaires. C'est-à-dire qu'un État reconnaisse son ressortissant et accepte de le reprendre sur son territoire. Or là, nous sommes en panne depuis de nombreuses années, avec des pays d'ailleurs qui sont parfaitement identifiés. Et donc l'urgence, si on veut être efficace sur les politiques de retour, c'est la négociation de laissez-passer consulaires. Et vous n'aurez de politique migratoire équilibrée qu'à la condition que ces 3 principes fonctionnent. Le fait qu'il y ait des centres justement d'examen qui soient dans certains pays, notamment au Niger, est-ce que ça va dans le bon sens pour vous? Moi, je pense, en tous les cas, dans les pays limitrophes de ceux qui sont en difficulté, le HCR, l'Europe a lancé ce type de procédure. On a des procédures où l'OFPRA, d'ailleurs chez nous, participe à des actions de réinstallation. Moi, j'y suis très favorable et je pense que c'est absolument nécessaire si on veut éviter qu'un certain nombre de malheureux se retrouvent encore en Méditerranée et perdent la vie. Alors, on vient de me signaler qu'on n'entendait pas beaucoup Guillaume Tabar, et ce serait dommage de ne pas l'entendre. Et justement, j'avais quelque chose pour lui. Je voudrais qu'on regarde une citation. C'est le programme d'En Marche, qui est l'objectif numéro 3 sur le programme d'En Marche. Une France qui assume sa juste part dans l'accueil des réfugiés, tout en reconduisant, en reconduisant plus efficace, avec des reconduites plus efficaces à la frontière, ceux qui ne sont pas acceptés. Tous les députés sont d'accord avec ça, chez En Marche? Là, ce qu'on voit, c'est effectivement le programme En Marche. Donc, en rigueur de terme, Emmanuel Macron peut dire que ce qu'il fait aujourd'hui, c'est la mise en œuvre de ce qu'il avait dit dans sa campagne. Ce qui est vrai quand on prend le programme.
Mais on sait bien qu'une campagne, ça n'est pas uniquement un programme, c'est une tonalité, c'est une petite musique. Et Emmanuel Macron, avant d'être candidat à la présidence et maintenant président, il a été aussi ministre dans un gouvernement. Et on se souvient que sur ces questions-là, questions d'immigration précisément, d'accueil, droit d'asile, il faisait entendre une petite musique qui était très différente de celle que tenaient Manuel Valls à Matignon et Bernard Cazeneuve à l'intérieur. Et puis ensuite, quand Bernard Cazeneuve est passé à Matignon. Ses détracteurs disaient, ses détracteurs plus à droite disaient, il est plus laxiste. Oui, enfin laxiste, je ne sais pas, mais en tout cas, il saluait notamment la politique d'Angela Merkel en disant qu'Angela Merkel avait sauvé l'honneur de l'Europe. Donc, alors après, je ne sais pas, je ne prends pas position sur le fond, mais c'est un fait que la petite musique qu'il faisait entendre sa campagne et l'action qu'il mène maintenant aujourd'hui à l'Élysée n'est pas tout à fait la même. Et c'est peut-être ça qui explique le trouble dans une partie de la majorité, même si on voit qu'au sein du groupe En Marche, c'est en train un peu maintenant de s'apaiser. Parce que, juste pour terminer, c'est le premier point où Emmanuel Macron est en décalage par rapport à son fameux mantra, je fais ce que j'ai dit, où il montre que, après tout, gérer le pays... Le programme, lui, est clair. Le programme, sur le programme... Oui, mais honnêtement, qu'est-ce qui, dans une campagne, on ne retient pas un programme brut, c'est-à-dire que pour tous les candidats, que ce soit François Hollande avant, Nicolas Sarkozy avant, etc., il y a la liste du programme, on a tous le petit livret sur nos bureaux, et il y a la tonalité d'une campagne, et c'est vrai que là-dessus, Emmanuel Macron a évolué. Est-ce qu'il y a un risque dans La République En Marche, à l'Assemblée nationale, de fronde un peu comparable à ce qu'on a vu au Parti socialiste sur les questions sociales durant les années Hollande? Non, pas de même ampleur, parce que ce qu'on a vu en fait, au départ, c'est une réaction d'une députée En Marche lors de la fameuse circulaire Collomb du mois de décembre, justement sur les contrôles dans ces centres, qui a réagi fortement, qui était une réaction personnelle, qui n'était pas l'expression d'un courant au sein de La République En Marche. Depuis, il y a un certain nombre de gens qui s'expriment davantage. D'abord, il ne faut quand même pas oublier qu'une grande partie du groupe En Marche, ce sont des gens qui étaient ou élus, en tout cas qui étaient des sympathisants du Parti socialiste et qui ont quitté la gauche pour rejoindre la campagne d'Emmanuel Macron. Donc, sur un sujet où, comme sur d'autres d'ailleurs, Emmanuel Macron semble, en tout cas c'est ce que notamment le sondage du Figaro ce matin montrait, être perçu comme faisant une politique au mieux du centre, si ce n'est à droite, en tout cas pas du tout à gauche, ça peut créer cette torsion. Mais voilà, ce n'est pas l'amorce d'une fronde. Édouard Philippe puis Gérard Collomb reçoivent abondamment les députés du groupe En Marche. C'est un groupe aussi où on sait faire aussi un peu de discipline. Et clairement, on voit comment progressivement le groupe En Marche se remet en ligne derrière le gouvernement. Je salue Christa qui nous rejoint sur Facebook. Vous posez vos questions, vous donnez vos commentaires. Il y a une question, Jean-Marc, pour vous, c'est Robert qui nous la pose. J'aimerais connaître le nombre de déplacements de M. Macron au chevet de nos agents pénitentiaires et de notre police qui souffrent et qui n'hésitent pas à en venir au suicide. Mais leurs appels restent vains. Question un peu polémique de Robert. Faut-il être migrant pour avoir de l'attention ? Oui, c'est éternel. Non, je pense que vis-à-vis des forces de l'ordre, depuis qu'il est en situation d'exercer le pouvoir, Emmanuel Macron a plutôt adressé des signaux attentionnés vis-à-vis des policiers, des forces de l'ordre. Il les soigne. Le ministre de l'Intérieur qu'il cautionne et qu'il a mis en place tient un discours assez droitier, droitisant, d'une fermeté en tout cas sur le discours, sur les principes qui plaisent à la troupe. Alors maintenant, après, dans les faits, les policiers sont des gens, les gendarmes et tous les gens du système coercitif sont des gens concrets, pragmatiques. Ils jugeront en fait en fonction des difficultés rencontrées. Par exemple, il y a sur Calais, par exemple, des allégations répétées de violences policières, de choses comme ça. Bon, si l'exécutif fait son travail... Monseigneur Petit disait ce matin sur Europe 1 que des témoignages lui étaient revenus, que notamment dans les centres, ça manquait de délicatesse. Alors voilà, les policiers, en fait, soit il y a eu des fautes de commises et il faudra faire remonter tout ça et puis judiciariser. Puis si ce n'est pas le cas, eh bien, il faudra que le ministre défende ses troupes. Il l'a fait jusqu'à présent. On verra s'il résiste à la pression. C'est vrai qu'il y a eu des brutalités ou pas? Écoutez, c'est très difficile. De ce qu'il nous revient, nous, qui suivons les questions policières, c'est qu'ils travaillent dans des situations quand même assez complexes. Ils sont souvent victimes de guet-apens, de difficultés particulières de terrain rencontrées. Il peut y avoir des réactions disproportionnées. Dans le feu de l'action, ça doit pouvoir se vérifier. Mais globalement, il y a quand même un vrai travail, une pression sur les policiers pour qu'il n'y ait pas de violence illégitime d'exercer.
Pierre-Henri, une question qui est posée sur le player du Figaro, Roland Pratico, qui nous demande que fait-on des individus qui ont été déboutés du droit d'asile? Question subsidiaire, toujours de Roland. Les reconduites à la frontière se font-elles vraiment? Elles se font manifestement insuffisamment, puisque, vous savez quoi, 10% des personnes qui sont déboutées qui repartent. Et c'est un des sujets que nous abordons autour de cette table. Alors, il n'y a pas simplement la question des visas consulaires. Soyons très clairs, il y a aussi un certain nombre de personnes qu'on ne peut pas renvoyer vers leur pays d'origine parce que les pays sont en guerre. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, vous avez parlé tout à l'heure de la demande d'asile afghane. Tous les Afghans qui arrivent en France n'obtiennent pas l'asile. Il y en a un certain nombre qui sont déboutés. Mais on les renvoie vers où? Sachant que beaucoup d'entre eux, en réalité, ne viennent pas d'Afghanistan, mais viennent du Pakistan, viennent d'Iran et des camps de réfugiés qui sont à la frontière avec l'Afghanistan. Bien. Donc on les renvoie vers où? Eh bien, on les renvoie pas parce que... Et du coup, le vrai sujet complémentaire au retour, c'est aussi avoir le courage de dire à un moment donné ceux que l'on ne renvoie pas et qui restent ici ne peuvent pas rester dans un déni de droit. Et donc, ils doivent aussi être régularisés. Vous savez, l'équilibre en matière de migration, c'est quelque chose de très complexe. Ces questions sont très difficiles. Et moi, je vois trop souvent sur ce sujet, depuis près de 20 ans, les politiques qui prennent la posture. Et c'est une des raisons, d'ailleurs, pour lesquelles l'opinion publique, finalement, a une vision assez décalée avec la réalité. Je regarde les sondages. J'ai vu le sondage de ce matin, par exemple, je crois, dans vos colonnes, et qui montre que la question de l'immigration est une des préoccupations principales de... Qui arrive en troisième position, c'est ça, Guillaume. Vous dites ceux qui n'obtiennent pas le droit d'asile et qui restent, faut finalement les régulariser. Non, je dis que ceux qui ne peuvent pourquoi même instruire le dossier si de toute façon, on considère qu'à partir du moment où ils sont là... Je dis que c'est complexe parce qu'un certain nombre d'entre eux ne peuvent pas être renvoyés parce que notre pays ne pratique pas le renvoi vers des pays en guerre. Vous renvoyez quelqu'un aujourd'hui au Soudan? Vous renvoyez vers... C'est tout le problème qu'on a avec Alors justement, qu'est-ce que vous en pensez? Vous réagissez d'ailleurs sur les forums du Figaro ou sur la page Facebook du Figaro. Jean-Marc. Non, mais c'est tout le problème qu'on a notamment avec l'Angleterre. C'est pour ça que c'est fondamental, la relation avec l'Angleterre. Parce que là, on parle des Afghans, on parle des Soudanais. Ce sont des anglophones. Ils aspirent qu'à une chose, c'est aller là-bas. Hein. Ils ne veulent pas rester ici. C'est pour ça que quand on dit qu'il faut les régulariser ici, mais encore faudrait-il qu'ils veuillent. Ils ne veulent pas rester en France. Alors je voudrais quand même... Qu'on les régularise, ils restent. Qu'on étudie... Oui, mais non, qu'une seule idée en tête, c'est de rejoindre la famille là-bas. Jean-Marc, je voudrais qu'on écoute Laurent Berger, le patron de la CFDT, qui a fait cette déclaration récemment, et je voudrais avoir votre commentaire, et on se quittera ensuite. Je crois qu'il y a un devoir de venir en secours à toute personne en situation de détresse, avant de savoir qui elle est. Et aujourd'hui, cette opération, cette volonté de trier entre ce que seraient des bons migrants et des mauvais migrants est inacceptable pour la CFDT. Je crois que notre pays est en train de perdre son âme sur la question de la politique des migrants. François-Noël Buffet, c'est votre... Moi, je crois que notre pays a besoin d'une politique migratoire cohérente. À tout point de vue. Il ne peut pas y avoir de réussite de politique migratoire, d'accueillir dignement les gens, de donner titre de séjour, si on n'est pas capable de gérer ceux qui sont en situation irrégulière. Et moi, ça, je pense, ça ne veut pas dire qu'on les traite mal, ça veut dire qu'on s'organise pour effectivement pouvoir les renvoyer dans leur pays d'origine, y compris s'il y en a quelques-uns qu'on appelle d'ailleurs des ninis. Il faut trouver des solutions, mais ce n'est pas la majorité d'entre eux. Donc si vous n'avez pas une politique claire, précise et qui soit équilibrée, eh bien c'est la porte ouverte à tout. Et je crois qu'on sait tous ici autour de la table que ça peut me paraître la porte ouverte à tout. Pierre-Henri, vous êtes un défenseur acharné et talentueux du droit d'asile. Est-ce qu'une des meilleures façons de défendre aujourd'hui un droit d'asile performant, justement, c'est de ne pas régler avec fermeté et efficacité, une fois pour toutes, la question des migrants économiques? Mais non, mais vous ne la réglerez pas d'ailleurs une fois pour toutes, parce que les questions de migration, elles sont de toute façon devant nous, compte tenu d'un certain nombre d'éléments de mal-développement, de mauvaise gouvernance dans les pays d'origine, de démographie, etc. Et le rôle de l'Europe. Mais soyons clairs, il faut juste mettre les choses dans l'ordre. Dans l'ordre, on a un dispositif d'accueil vertueux. Encore une fois, ça ne signifie pas un droit de séjour inconditionnel.
on examine les situations, on a une politique d'intégration. Ceux qu'on ne peut pas renvoyer pour différentes raisons, on les régularise. Et puis, donc on régularise les individus en situation irrégulière, en l'occurrence. C'est ce que mais attendez, ça se fait sous tous les gouvernements depuis près de 30 ans. C'est entre 25 et 35 000 personnes qui sont régularisées chaque année, quel que soit le gouvernement. Et il ne faut pas se raconter d'histoire là-dessus. 5 ans avec la circulaire Valls, là. Oui. Pardon ? Au bout de 5 ans, avec les circulaires Valls, oui. Donc ça fait l'équivalent de ville moyenne en France. Ça fait des appels d'air, cela. Jean-Marc, dernier commentaire. Non, ce que je pense simplement, c'est que dans cette affaire, il y a beaucoup de postures. Je pense que quand on va sur le terrain, en fait, qu'on va chez les associatifs ou qu'on voit les agents des préfectures ou la police, chacun essaye de faire le travail en bonne intelligence et je pense avec humanité. Après, ce sont des parts de marché que chacun défend parce qu'on est dans un débat public et qu'il y a des enjeux financiers aussi importants. C'est votre avis aussi, Guillaume ? Oui, puis il y a une distinction entre, je pense, le rôle de l'État, le rôle des associations et le rôle des individus. C'est évident que toute personne a un devoir d'assistance, d'accueil, etc. auprès de son prochain qui est devant lui, ce qui n'interdit pas, et à la limite, ce qui crée aussi le devoir à l'État d'organiser la régulation pour précisément permettre que ce travail de proximité soit fait. Merci beaucoup, merci de vos précisions. Le discours d'Emmanuel Macron, aux forces de l'ordre, vous allez en retrouver les grandes lignes sur le Figaro.fr. Sur le Figaro.fr également, dans quelques minutes, vous voyez donc les forces de l'ordre qui attendent Emmanuel Macron. Elles ne sont pas là pour assurer la sécurité, simplement la sécurité de la rencontre, mais également pour y assister. Donc l'essentiel de ce discours à suivre sur le Figaro.fr. Et puis dans un instant, vous retrouvez le talk avec Yves Tréhard. Et puis on revient sur cette question des migrants, de cette visite d'Emmanuel Macron à Calais ce soir dans Point de vue avec Marie-Amélie Lombard-Latune. Merci de nous avoir suivis sur Figaro Live.